Nous avions décidé, en famille, de nous déconnecter du monde pendant quelques jours. La routine quotidienne, les écrans omniprésents, les bruits incessants de la ville, tout cela pesait lourd sur nos épaules. Alors, quand mon mari a proposé ce petit séjour en pleine nature, loin de tout réseau, j'ai accepté sans hésiter. C'était l'occasion idéale de nous retrouver, de renouer avec une simplicité perdue. Le terrain que nous avions choisi était parfait. Isolé, entouré d'une dense forêt de pins, avec une petite clairière pour planter notre tente. Pas de voisins, pas de route à proximité, rien d'autre que nous et la nature. Nous étions arrivés dans l'après-midi, le soleil projetait ses derniers rayons à travers les arbres, peignant le paysage d'or et de vert. Pendant que mon mari montait la tente avec nos 2 enfants, j'avais préparé un petit feu de camp. L'odeur du bois brûlé se mêlait au parfum des aiguilles de pin. Ce premier soir était paisible, presque magique. Nous avons partagé un repas simple autour du feu, riant de choses insignifiantes, comme si le monde extérieur n'existait plus. Quand la nuit est tombée, la forêt est devenue silencieuse, presque oppressante. Aucun cri d'oiseau, aucun bruissement de feuilles, juste ce calme absolu qui, au début, semblait apaisant mais qui, à mesure que les heures passaient, devenait étrange. Mon mari s'est moqué de moi lorsque j'ai mentionné cette atmosphère. C'est ce que tu voulais? Non? Le calme total. Il avait raison, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de sentir que ce silence cachait quelque chose. Fatigués par la journée, nous sommes finalement allés nous coucher, bercés par les craquements légers du feu mourant. À ce moment-là, rien ne laissait présager l'étrangeté qui allait s'abattre sur nous les nuits suivantes. Cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Allongé dans l'obscurité de la tente, les yeux ouverts, je scrutais le silence. Puis, je l'ai entendu. Une mélodie douce, presque hypnotique, flottait dans l'air. Cela semblait venir de la forêt, mais la source était impossible à localiser. Ce n'était pas une chanson familière, mais elle avait une étrange qualité rassurante et mélancolique à la fois. Je me suis redressé doucement, pour ne pas réveiller les autres. Mon mari dormait profondément à côté de moi, tout comme les enfants dans leur sac de couchage. J'ai tendu l'oreille, me demandant si je n'avais pas rêvé. Mais non, la musique était bien là. C'était comme si quelqu'un jouait une harpe ou un instrument ancien, ses notes s'étirant et s'entremêlant avec le souffle du vent. Une angoisse sourde m'a saisi. Qui pouvait jouer de la musique dans un endroit aussi isolé? Nous étions à des kilomètres de toute habitation, et personne n'avait pu s'approcher sans que nous le remarquions. J'ai envisagé l'idée que cela puisse être un phénomène naturel, peut-être le vent soufflant à travers les arbres, créant une illusion sonore. Mais cette hypothèse ne tenait pas. C'était trop structuré, trop précis pour être le fruit du hasard. Alors que je restais figé, mon cœur battant à tout rompre, j'ai entendu un léger mouvement derrière moi. C'était ma fille. Elle s'était réveillée, elle aussi. Elle s'est assise, ses yeux grands ouverts, et avant même que je ne dise un mot, elle a murmuré. « Tu entends ça, maman ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mais avant que nous puissions échanger davantage, mon mari s'est réveillé à son tour, l'air confus. « Pourquoi vous êtes debout ?» a-t-il demandé d'une voix endormie. « Écoute, ai-je simplement répondu. Il s'est immobilisé, et je l'ai vu froncer les sourcils. Puis, à ma grande surprise, il a secoué la tête. « Écoutez quoi? Je n'entends rien. » Mon cœur a raté un battement. Comment était-ce possible? La musique était si claire, si présente. Je me suis tourné vers ma fille, mais son expression était aussi perplexe que la mienne. Et à ce moment précis, mon fils a murmuré dans son sommeil, à moitié conscient. Pourquoi il y a une chanson, comme à la télé? J'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. Ce n'était pas la même mélodie que celle que j'entendais. Il parlait d'une chanson différente. Les minutes suivantes ont été floues. Mon mari, agacé, s'est recouché, convaincu que nous avions simplement rêvé. Mais moi, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. La musique, ou plutôt les musiques, continuaient, se mêlant dans un étrange chaos harmonieux qui semblait émaner des profondeurs de la forêt. Je n'ai pas osé sortir de la tente. J'ai simplement attendu, immobile, jusqu'à ce que le silence revienne enfin. Au petit matin, nous nous sommes retrouvés autour du feu, chacun avec une mine fatiguée. La nuit avait été agitée, du moins pour moi et les enfants. Mon mari, lui, semblait parfaitement reposé, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Je n'avais pas osé aborder le sujet tout de suite, mais c'était plus fort que moi. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu quelque chose cette nuit? Ma fille a immédiatement relevé la tête, l'air inquiet. Oui, maman. C'était comme une chanson. Pas la même qu'hier, c'était différent. Plus triste. Mon fils, qui d'habitude ne prenait pas ces choses au sérieux,
à marmonner en jouant avec un bâton. Moi, c'était pas triste. Ça faisait comme des tambours, un truc super fort. Je les regardais, bouche bée. Comment pouvait-il décrire des tambours alors que moi, j'avais entendu une harpe la nuit précédente? Je me suis tourné vers mon mari, cherchant une forme de soutien, mais il semblait agacé. Vous vous montez la tête, c'est tout. Ce sont juste des sons de la nature. Le vent, les branches, des animaux peut-être. Vous savez comment ça résonne ici. Je savais qu'il avait tort. Ce que j'avais entendu n'était pas un bruit de branches qui craquent ou de vent qui siffle. C'était une mélodie claire, construite, humaine. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est ce que ma fille a ajouté, presque en chuchotant. Et toi, maman, c'était quoi, ta musique? Je me suis figé. Pourquoi me demandait-elle cela? Comment savait-elle que ce que j'avais entendu était différent? J'ai hésité avant de répondre. Une harpe, ai-je murmuré. Quelque chose de très doux, presque apaisant. Elle a baissé les yeux, puis a dit d'une voix tremblante. Alors pourquoi ça m'a donné envie de pleurer? Le silence s'est installé autour du feu. Même mon mari, d'habitude si rationnel, semblait troublé, bien qu'il n'ait rien dit. Après le petit déjeuner, il a insisté pour explorer les environs, histoire de nous rassurer. Nous avons parcouru la forêt en tous sens, mais il n'y avait aucun signe de vie. Pas de traces de pas, pas de feux éteints, rien qui puisse indiquer la présence d'autres campeurs. Plus nous cherchions, plus l'atmosphère devenait pesante. C'était comme si la forêt elle-même voulait nous garder à distance, comme si nous étions intrus dans un lieu qui ne nous appartenait pas. Quand nous sommes revenus au camp, l'étrange sensation d'être observé ne m'avait pas quitté. Ce jour-là, personne n'a vraiment parlé. Chacun semblait enfermé dans ses propres pensées. Mais une chose était claire, cette nuit-là, si les musiques revenaient, je n'allais pas me contenter d'écouter. Je devais comprendre, cette nuit-là, tout était différent. Le calme habituel de la forêt semblait plus lourd, presque oppressant, comme si l'air lui-même portait une menace invisible. Je l'ai senti dès que nous sommes allés nous coucher. Mon mari, visiblement agacé par nos inquiétudes, s'est tourné sur le côté et s'est endormi rapidement. Mais moi, mes nerfs étaient à vif. Mes enfants aussi semblaient tendus, bien qu'ils ne disaient rien. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais, mais quelque chose, au fond de moi, me disait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Et j'avais raison. La première mélodie a commencé peu après minuit. Douce, lointaine, presque timide, comme si elle voulait tester notre réaction. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était la harpe que j'avais entendue la nuit précédente. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une autre mélodie s'est ajoutée, puis une autre encore. Chaque membre de la famille semblait capter quelque chose de différent, comme si ces sons s'adressaient à chacun de nous individuellement. Mon mari, qui jusque-là n'avait rien entendu, s'est brusquement redressé, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il murmuré. Je voulais lui répondre, mais avant que je ne puisse ouvrir la bouche, un bruit sourd s'est fait entendre à l'extérieur de la tente. Ce n'était pas de la musique, mais un déplacement, un froissement lent, comme si quelque chose ou quelqu'un marchait autour de notre camp. « Tu restes ici » m'a-t-il dit, en attrapant une lampe de poche. J'ai voulu protester, mais il avait déjà ouvert la fermeture éclair de la tente et s'était glissé dehors. Le silence s'est abattu. Les enfants se sont rapprochés de moi, terrifiés. Puis, les musiques ont changé. Elles sont devenues plus fortes, plus chaotiques, comme si elles se répondaient, se superposant dans une dissonance presque insupportable. « Papa, reviens !» a crié ma fille. Mais sa voix s'est perdue dans le tumulte des sons. La lumière de la lampe de poche de mon mari dansait à travers les parois de la tente, mais elle semblait s'éloigner. Je l'ai appelé, mais il ne répondait pas. Et puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Plus de musique, plus de bruit, rien. Ce silence soudain était pire que tout. Je n'entendais même plus ses pas. J'ai pris mon courage à deux mains et suis sorti de la tente, laissant les enfants derrière moi. La clairière était baignée par la lueur froide de la lune, et pourtant, tout semblait anormal. Les arbres même paraissaient plus sombres, plus denses, comme s'ils voulaient m'enfermer. « Marc » ai-je crié. Aucune réponse. J'ai avancé vers la forêt, chaque pas alourdissant ma peur. Et puis, je l'ai vu. La lampe de poche gisait au sol, allumée, mais mon mari n'était nulle part. À cet instant, les musiques ont recommencé, plus fortes que jamais, comme si elles jaillissaient des arbres même, encerclant le campement. C'était un véritable chaos sonore, une cacophonie qui me donnait le vertige. J'ai couru vers la tente, récupérant les enfants. « On part maintenant » ai-je dit. Ils n'ont pas posé de questions. Nous avons attrapé quelques affaires à la hâte et nous sommes précipités vers la voiture, les musiques nous poursuivant à travers la forêt. Plus nous courions, plus elles devenaient intenses,
comme si elle cherchait à nous retenir. Quand nous avons enfin atteint le véhicule, j'ai démarré en trombe. Alors que nous roulions, les sons ont commencé à s'éteindre, comme une radio qu'on éteint doucement. Mais une fois sur la route, ma fille a murmuré d'une voix tremblante. « Où est papa ?» Je n'ai pas pu répondre. Les kilomètres s'enchaînaient dans un silence oppressant, seulement troublé par le souffle court des enfants et le ronronnement du moteur. Mes mains tremblaient sur le volant, et mon esprit refusait d'accepter l'évidence. Marc n'était pas avec nous. Je m'étais convaincu qu'il réapparaîtrait à tout moment, courant hors de la forêt pour nous rejoindre. Mais plus nous nous éloignions, plus cette illusion s'effondrait. Au bout de plusieurs heures, nous avons atteint une station-service. J'ai garé la voiture sur le bas-côté et éclaté en sanglots, incapable de retenir ma panique plus longtemps. Les enfants restaient silencieux, blottis l'un contre l'autre à l'arrière. Finalement, ma fille a osé poser la question que je redoutais. « On va y retourner pour chercher papa ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me convaincre que c'était possible. Mais au fond de moi, je savais que nous ne pouvions pas y retourner. Pas après ce que nous avions vécu. Le lendemain matin, après avoir contacté les autorités locales, une équipe de recherche a été envoyée sur les lieux. Pendant 2 jours, ils ont fouillé la forêt. Ils ont retrouvé notre campement abandonné, les affaires éparpillées, comme si quelqu'un ou quelque chose avait fouillé le site après notre départ. Mais aucune trace de Marc, pas un pas, pas un indice. Rien. Ce qui m'a glacé, c'est ce que l'un des enquêteurs m'a dit. « Vous êtes sûr qu'il était avec vous? Parce que d'après ce qu'on voit sur place, il n'y a que 3 personnes qui ont campé là. » J'ai nié avec véhémence, leur montrant des photos de nous 4, notre tente, nos affaires. Mais même en moi, un doute insidieux s'installait. Était-il vraiment là? Et si oui, où était-il maintenant? Les mois qui ont suivi ont été un enfer. Les enfants avaient des cauchemars constants, et moi, je me réveillais chaque nuit en sursaut, persuadé d'entendre une musique lointaine, comme celle de la forêt. Un soir, alors que je feuilletais un vieil album photo pour me rassurer, je me suis figé. Sur une photo prise quelques jours avant notre départ, nous étions tous les 4 autour de la table. Mais quelque chose n'allait pas. Marc y était flou, presque translucide, comme une silhouette qui n'appartenait pas totalement à la scène. J'ai fermé l'album en tremblant. Depuis cette nuit dans la forêt, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose d'ancien, d'incompréhensible dans cet endroit. Une force qui avait pris Marc, ou peut-être qu'il l'avait toujours appelé. Je ne suis jamais retourné là-bas. Mais parfois, tard dans la nuit, lorsque tout est silencieux, j'entends encore cette harpe, douce et mélancolique, qui semble me murmurer que tout n'est pas terminé. La nuit tombait doucement alors que nous arrivions enfin au campement. La cabane se dressait là, solitaire, au milieu d'une clairière entourée par une forêt dense. Elle semblait ancienne, faite de bois sombres qui craquaient sous le vent, et pourtant, il y avait quelque chose de réconfortant à l'idée de passer la nuit ici, loin de tout. Je me souviens avoir posé mes affaires sur l'un des lits de camp à l'intérieur. L'air avait cette odeur caractéristique de bois humide, mélangée à une légère trace de cendre, probablement des anciens feux de cheminée. Mes amis étaient excités, riant et parlant fort, mais une étrange sensation m'a envahi dès que j'ai franchi le seuil de la porte. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, comme une tension sourde dans l'air, une impression fugace d'être observé. Dehors, la nuit était glaciale. Les grillons chantaient leur mélodie incessante, et le ciel, dégagé, laissait voir une lune pleine, éclatante. Tout semblait si calme que j'aurais dû me sentir apaisé, mais au fond de moi, un léger malaise persistait. Je l'ai ignoré, me disant que c'était sûrement l'excitation de la journée ou la fatigue qui jouait avec mon esprit. Lorsque le feu de camp a été allumé, nous nous sommes rassemblés autour, échangeant des histoires, des rires, et partageant quelques marshmallows grillés. Pourtant, malgré l'ambiance joyeuse, mon regard dérivait souvent vers la forêt sombre qui entourait la clairière. Les ombres des arbres, projetées par la lumière vacillante des flammes, semblaient danser, et parfois, il me semblait percevoir un mouvement furtif, quelque chose qui se glissait dans l'obscurité. Je n'en ai parlé à personne, bien sûr. Ce n'était probablement rien, juste mon imagination débordante. Mais en allant me coucher ce soir-là, en m'allongeant sur ce lit de camp qui grinçait à chaque mouvement, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. La forêt, la cabane, l'atmosphère, tout semblait étrangement lourd, comme si une présence invisible pesait sur moi. Je ne sais pas à quel moment exact je me suis endormi, mais ce qui est certain, c'est que mon sommeil n'a pas été paisible. Tout a commencé par une sensation étrange, comme si je flottais entre 2 états, incapable de me réveiller complètement ou de sombrer dans un sommeil profond. Puis, dans ce qui semblait être un rêve, je me suis retrouvé à l'intérieur de la cabane,
exactement là où je m'étais endormi. Mais quelque chose était différent. L'atmosphère semblait plus froide, presque suffocante, et un silence anormal régnait, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. C'est alors que je l'ai vu. Une silhouette sombre, massive, était là, debout juste devant la fenêtre. Au début, je ne pouvais discerner que ses contours, mais petit à petit, les détails sont devenus plus clairs. C'était une créature recouverte d'une épaisse fourrure sombre, ses yeux brillant d'un éclat rougeâtre. Elle me fixait, immobile, comme si elle étudiait chacun de mes mouvements. J'étais paralysé, incapable de bouger ou de détourner le regard. La créature semblait si réelle, si présente, que je pouvais presque sentir son souffle contre la vitre. Elle s'approcha lentement, ses griffes raclant légèrement le verre, un son aigu et terrifiant qui me glaça le sang. Dans mon rêve, je voulais crier, alerter les autres, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me sentais comme piégé dans mon propre corps, incapable de fuir ou de réagir. C'est à ce moment-là que la créature s'est arrêtée. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle m'évaluait, avant de disparaître soudainement dans l'obscurité, me laissant seul avec cette peur oppressante. Quand je me suis réveillé, mon cœur battait à toute vitesse. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais l'air semblait différent, comme chargé d'une tension que je ne pouvais pas expliquer. J'étais couvert de sueur froide, et pourtant, quelque chose dans ce rêve ou ce cauchemar me semblait étrangement réel, comme si cette chose avait véritablement été là, juste derrière la fenêtre. Je restais allongé, incapable de me rendormir, mes yeux fixés sur le plafond sombre de la cabane. Le silence, autrefois paisible, était devenu oppressant, presque assourdissant. Puis, soudain, un bruit se fit entendre. Un craquement. Un léger froissement venant de l'extérieur, juste au-delà des murs de bois. Mon souffle se bloqua. J'essayais de me convaincre que c'était simplement un animal ordinaire, peut-être un raton laveur ou un renard qui fouillait les alentours. Mais quelque chose dans le son était différent. C'était lourd, mesuré, comme si cela appartenait à une créature bien plus grande. Je me redressai lentement, retenant ma respiration, mes sens en alerte. Le bruit continuait, cette fois plus proche. C'étaient des pas. Des pas lents, comme si quelque chose marchait délibérément autour de la cabane. Puis, un grattement. Léger, mais distinct, comme si des griffes éraflant le bois. Rassemblant tout mon courage, je tournai la tête vers la fenêtre, espérant ne rien voir. Mais l'obscurité à l'extérieur semblait vivante, mouvante. Mes yeux s'efforcèrent de percer l'ombre, et c'est alors que je le vis. Une forme, immense et recouverte de fourrure, se déplaçait lentement entre les arbres, illuminée par le faible éclat du clair de lune. C'était une silhouette qui ressemblait à un coyote, mais elle était beaucoup trop grande. Sa démarche n'était pas celle d'un animal sauvage, elle était calculée, presque humaine, comme si la créature savait exactement où elle allait et ce qu'elle faisait. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il attire son attention. Mais au moment où je pensais qu'elle allait s'arrêter, la chose releva brusquement la tête. Même à distance, je pouvais sentir ses yeux fixés sur moi, rouges et perçants, comme dans mon rêve. Puis, d'un bond, elle s'élança dans la forêt, disparaissant parmi les arbres aussi rapidement qu'elle était apparue. Je restai figé, incapable de bouger ou de comprendre ce que je venais de voir. Était-ce réel? Ou mon esprit jouait-il encore avec moi, incapable de différencier le cauchemar de la réalité? Je restais immobile, le regard fixé sur la fenêtre, espérant que la créature ne réapparaisse pas. Mon esprit était en proie à un tourbillon de pensées. Tout cela semblait si irréel, et pourtant, je ne pouvais ignorer la sensation de menace qui pesait sur moi. Quelques minutes passèrent, ou peut-être étaient-ce des heures, je ne savais plus. Puis, un autre bruit se fit entendre. Cette fois, c'était différent. Pas des pas ni des griffures, mais un souffle lourd, comme si quelque chose d'immense respirait juste à l'extérieur. Je me levai lentement, le cœur battant à tout rompre, et m'approchai de la fenêtre, prenant soin de ne pas faire de bruit. À travers la vitre embuée par la fraîcheur de la nuit, je vis de nouveau la silhouette. Elle se tenait là, à quelques mètres à peine, éclairée par la lumière blafarde de la lune. Sa fourrure sombre semblait presque absorber la lumière, et ses yeux, rougeoyants, me fixaient avec une intensité glaçante. Soudain, elle bougea, pas pour s'approcher cette fois, mais pour fuir. D'un mouvement rapide et fluide, elle bondit hors de mon champ de vision et se perdit dans l'obscurité de la forêt. La vitesse à laquelle elle s'était déplacée était terrifiante, bien trop rapide pour un animal normal. Je reculai instinctivement, ma respiration saccadée, et trébuchai sur le bord du lit. J'étais submergé par un mélange d'effroi et de confusion. Pourquoi cette créature était-elle là? Pourquoi semblait-elle m'avoir choisi comme cible? À ce moment-là,
J'étais persuadé d'une chose. Ce que j'avais vu n'était pas simplement un animal sauvage. C'était quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et que je ne voulais plus jamais revoir. Le reste de la nuit se passa dans une angoisse silencieuse. Je n'osais plus bouger, mes oreilles à l'affût du moindre bruit. Mais tout était redevenu étrangement calme, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. J'attendais avec impatience les premières lueurs de l'aube, espérant que la lumière dissipe la peur qui m'enserrait. Lorsque le soleil commença enfin à poindre, je me levai précipitamment et sortis de la cabane, le cœur battant encore à un rythme effréné. J'appelai mes amis, leur racontant ce que j'avais vu. Ils rirent d'abord, pensant que je plaisantais ou que j'avais simplement fait un cauchemar trop réaliste. Mais leur scepticisme vacilla lorsque je les conduisis à l'extérieur, là où j'avais vu la créature. Le sol autour de la cabane portait des traces indéniables. De grandes empreintes, bien plus grosses que celles d'un animal ordinaire, étaient profondément marquées dans la terre. Les griffes avaient laissé des sillons clairs, comme si la créature avait tourné autour de la cabane à plusieurs reprises pendant la nuit. Mais ce n'est pas tout. En inspectant la fenêtre, là où je l'avais vue dans mon rêve, je découvris quelque chose qui me glaça le sang. Des marques de griffes profondes, exactement à l'endroit où j'avais vu la créature gratter. La similitude entre mon rêve et la réalité était troublante, presque insupportable. Mes amis, bien que visiblement mal à l'aise, continuèrent de minimiser l'incident. Probablement un ours ou un gros coyote, disait-il, tentant de rationaliser l'étrange découverte. Mais moi, je savais. Ce que j'avais vu cette nuit-là n'était ni un ours, ni un coyote. En quittant le campement plus tard dans la journée, je jetai un dernier regard à la cabane. Un frisson parcourut mon échine. Une part de moi espérait ne jamais revenir ici, tandis qu'une autre savait que cette rencontre, ce que j'avais vu, resterait gravé en moi pour toujours. Parce que, dans le fond, je savais que ce n'était pas terminé. Pas vraiment. C'était une journée parfaite pour une randonnée en famille. Le soleil brillait haut dans le ciel, filtrant ses rayons à travers les feuilles épaisses du parc Algonquin. L'air était frais, imprégné de l'odeur de la terre humide et des pins environnants. Tout semblait paisible, comme si la nature elle-même murmurait une mélodie apaisante. Max, notre golden retriever, débordait d'énergie. Il courait devant nous, revenait en arrière, sa queue remuant frénétiquement, explorant chaque recoin de la forêt. Mon épouse, Claire, marchait juste derrière moi, sa voix douce guidant nos deux enfants, Léa et Thomas, qui ramassaient des feuilles et des pierres qu'ils jugeaient spéciales. Nous avions décidé de suivre un sentier moins fréquenté ce jour-là, un chemin escarpé menant à une formation rocheuse qui, selon les guides, offrait une vue imprenable sur la vallée. L'idée était de pique-niquer là-haut, entouré par l'immensité de la nature. Tout semblait aligné pour une journée parfaite, loin du tumulte de notre vie quotidienne. En montant, j'ai pris un moment pour admirer les environs. Les arbres, immenses et imposants, semblaient presque nous surveiller. La lumière jouait sur leurs troncs, créant des ombres mouvantes qui dansaient doucement au gré du vent. C'était comme si le parc avait sa propre vie, une respiration profonde et calme qui contrastait avec l'agitation de Max. L'ambiance était légère, presque euphorique. Nous rions des blagues de Thomas, Léa se plaignait gentiment du poids de son sac, et Claire murmurait des encouragements tout en surveillant Max, qui courait un peu trop près du bord du sentier à mon goût. À ce moment-là, jamais je n'aurais pu imaginer que ce jour paisible allait tourner en un souvenir gravé dans nos esprits, non pas pour sa beauté, mais pour la peur et l'étrangeté qui allaient suivre. Nous étions presque arrivés au sommet. La pente devenait plus raide, et le sentier se rétrécissait, serpentant entre des rochers abrupts. Max, insouciant comme toujours, courait devant nous, ses pattes frappant la terre dure dans un rythme joyeux. Je l'appelais à revenir, inquiet de le voir s'approcher dangereusement du bord, mais il semblait trop excité pour m'écouter. Puis, tout est arrivé en une fraction de seconde. Max, poursuivant ce qui ressemblait à une ombre ou un éclat de lumière, a bondi vers l'avant. Son élan l'a entraîné trop près du bord d'un escarpement rocheux. Un bruit sourd, le crissement des pierres sous ses pattes, et soudain, il avait disparu de notre vue. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Mon cœur s'est figé. « Max » ai-je crié, ma voix résonnant dans la vallée en contrebas. Claire a couvert sa bouche, ses yeux remplis d'effroi, tandis que Léa et Thomas se serraient l'un contre l'autre, paralysés. Je me suis précipité vers le bord, mes mains tremblantes s'agrippant à un rocher pour me stabiliser. En me penchant prudemment, j'ai aperçu Max, coincé sur une étroite saillie à plusieurs mètres en contrebas. Il bougeait, essayant de se lever, mais l'espace était si limité qu'il semblait incapable de trouver une position stable. « Il est vivant », ai-je dit d'une voix tremblante, essayant de rassurer tout le monde,
Mais mon propre soulagement était mêlé à une terreur croissante. Comment allions-nous le récupérer? Le sentier était trop escarpé pour descendre à main nue, et nous n'avions aucun équipement pour tenter une descente. Claire a sorti son téléphone, mais il n'y avait aucun réseau. Léa a commencé à pleurer doucement, et Thomas, les yeux grands ouverts, fixait l'endroit où Max était coincé, comme s'il espérait qu'il trouverait un moyen de remonter tout seul. Chaque seconde qui passait semblait interminable. La panique montait en moi. Max aboyait faiblement, son regard suppliant croisant le mien. Je sentais mon impuissance me submerger. Et c'est à ce moment précis, alors que je commençais à envisager l'impossible, qu'un bruit de pas a retenti derrière nous, brisant le silence oppressant de la forêt. Je me suis retourné brusquement, mon cœur battant encore plus fort. Un homme se tenait là, à quelques mètres de nous, sorti de nulle part. Il semblait avoir surgi des ombres même de la forêt. Il était grand, vêtu d'une tenue simple et usée, un pantalon de toile sombre, une chemise à manches longues et un sac à dos en cuir qui semblait aussi vieux que lui. Son visage était marqué, comme sculpté par des années de vie en plein air, mais ses yeux étaient ce qui m'a le plus frappé. Ils étaient d'un calme glacial, presque surnaturel, comme s'il voyait au-delà de ce que nous, simples mortels, pouvions percevoir. Il ne disait rien, pas un mot. Il s'est contenté de nous regarder, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, il a enlevé son sac à dos et l'a posé au sol. Claire, toujours sous le choc, a balbutié quelque chose, peut-être une demande d'aide ou un simple remerciement, mais l'homme n'a pas répondu. Avec une efficacité qui trahissait une grande expérience, il a sorti une corde robuste et un harnais de son sac. Il semblait parfaitement préparé, comme s'il avait su exactement ce qui allait arriver. Cela aurait dû me rassurer, mais au lieu de cela, une étrange angoisse s'est emparée de moi. Sans demander notre permission ni même échanger un regard supplémentaire, il a attaché la corde à un arbre proche et s'est équipé avec précision. Ses gestes étaient rapides mais contrôlés, presque mécaniques. Je voulais lui poser des questions. Qui était-il? Pourquoi se trouvait-il ici? Comment avait-il tout cet équipement? Mais ma gorge était sèche, ma voix bloquée par une peur que je ne pouvais expliquer. Il s'est approché du bord, a jeté un dernier coup d'œil à Max, puis a commencé sa descente. Nous sommes restés là, figés, incapables de bouger ou de parler, regardant cet étranger descendre avec une aisance presque inhumaine. À cet instant, la forêt autour de nous semblait s'être tue, comme si elle-même retenait son souffle. Cet homme n'était pas comme nous. Je ne savais pas encore pourquoi, mais une partie de moi comprenait déjà que ce moment, cette rencontre, allait nous hanter bien après que Max soit sauvé. La descente du mystérieux homme se faisait avec une fluidité presque irréelle. Il se balançait doucement, comme un alpiniste chevronné, maîtrisant chaque mouvement avec une précision qui frôlait la perfection. Mon regard ne pouvait se détacher de lui, mes pensées se mélangeant dans un tourbillon de confusion et d'émerveillement. Comment cet homme savait-il ce qu'il faisait? Pourquoi était-il ici, à ce moment précis, comme s'il avait anticipé l'accident avant qu'il ne se produise? Lorsqu'il atteignit enfin la saillie rocheuse où Max était coincé, mon cœur se serra. Max, tout tremblant, leva la tête en entendant l'homme s'approcher, son regard rempli d'une confiance soudaine, comme s'il savait qu'il allait être sauvé. Le sauvage inconnu s'agenouilla près du chien, le caressant brièvement avant de l'attacher à sa corde. Puis, d'un mouvement sûr, il souleva Max, sans effort apparent, comme si le chien ne pesait rien. En quelques secondes, l'homme avait sécurisé le chien et commencé à le remonter, les gestes rapides et précis, comme s'il avait fait cela des milliers de fois. La tension qui nous étreignait depuis que Max était tombé dans la vallée semblait se dissiper, bien que l'étrange présence de l'homme me laissait un goût amer dans la bouche. Je n'arrivais toujours pas à comprendre d'où il venait ni comment il savait exactement où se trouver, à ce moment-là. Lorsque l'homme arriva enfin à notre niveau, il défit la corde et déposa Max à mes pieds. Le chien, bien que secoué, se leva aussitôt, en excellente forme, comme si l'accident n'avait été qu'une simple perturbation. Je caressai son pelage, soulagé mais encore dans un état de confusion totale. L'homme ne dit toujours rien. Il se leva lentement, ramassa son matériel avec la même lenteur calculée, d'un geste presque imperceptible, il me fixa dans les yeux. J'ai voulu dire quelque chose, l'interroger, le remercier, mais il se tourna déjà, ses pas discrets s'enfonçant dans la forêt. La brise se leva, emportant avec elle la dernière trace de sa présence. En quelques instants, il avait disparu, englouti par les ombres des arbres, laissant derrière lui un silence lourd et incompréhensible. Nous restâmes là, pétrifiés, sans savoir quoi dire ni quoi faire. Le seul bruit qui brisait le silence était le souffle de Max, qui se frottait contre mes jambes en signe de gratitude. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Ce sauvetage n'était pas simplement un acte de bonté, il y avait quelque chose de plus,
quelque chose de profondément étrange. Et alors que je cherchais encore des réponses, je me rendis compte qu'il n'y en aurait probablement jamais. Les jours suivants, l'incident semblait nous hanter de manière inexplicable. Nous avions essayé de reprendre notre randonnée, mais l'atmosphère autour de nous avait changé. Même le parc, qui jusque-là nous avait offert un refuge paisible, semblait devenu plus sombre, plus oppressant. Max se comportait de manière étrange, souvent regardant fixement la forêt, comme s'il cherchait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Il aboyait parfois sans raison apparente, les oreilles dressées, tendues, et nous étions tous conscients de ce malaise persistant. Claire et les enfants avaient bien sûr remarqué que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait vraiment en parler. La curiosité me poussait à retourner sur les lieux de l'incident. Un jour, après quelques jours de silence et de réflexion, je suis retourné sur le sentier, espérant trouver des indices. Peut-être une trace du mystérieux homme, ou un objet qu'il aurait laissé derrière lui. Mais il n'y avait rien. Le sentier était intact, aussi calme et inoffensif qu'il l'était avant notre rencontre. Il n'y avait aucune empreinte, pas même un signe de l'équipement de l'homme. Je suis retourné plusieurs fois, et chaque fois, j'ai scruté la forêt dans l'espoir de le revoir, ou au moins de comprendre ce qui s'était passé. Mais il n'y avait rien. Aucune trace, aucun signe de sa présence. Il semblait avoir disparu, comme un fantôme. Le plus perturbant, c'était que personne ne semblait se souvenir de lui. Même si nous en parlions, à Claire, aux enfants, ou à d'autres randonneurs que nous avons rencontrés après l'incident, personne n'avait vu cet homme. C'était comme si, pour tout le monde, il n'avait jamais existé. Et pourtant, je me souvenais de lui. Je me souvenais de ses yeux, de sa présence, de la façon dont il était apparu comme par magie, à un moment où nous étions désespérés. C'est là que j'ai commencé à douter. Était-ce vraiment un homme, ou quelque chose de plus étrange, un esprit de la forêt, un être surnaturel venu à notre secours, ou peut-être un voyageur, un ermite qui vivait dans ces bois depuis des années, mais qui ne voulait jamais être vu par les autres? Je ne savais pas. Le temps a passé, et nous avons tous repris notre vie. Mais cette rencontre m'a profondément changé. Il y a des choses dans ce monde que nous ne pouvons pas expliquer, des événements qui défient toute logique, et je pense que celui-ci en faisait partie. Et même si je continue à marcher dans les bois, chaque bruit, chaque mouvement entre les arbres, me rappelle l'homme de la forêt. Et parfois, au milieu de la nuit, lorsque le vent souffle doucement à travers les arbres, je me demande si, quelque part, il nous observe encore. Nous avions planifié ce week-end depuis des semaines, Miguel et moi. Rien de mieux qu'une escapade dans les montagnes pour fuir l'agitation de la ville, surtout en hiver, quand tout est recouvert d'un manteau de neige et que le silence règne. Ce genre de calme, on ne le trouve nulle part ailleurs. Après plusieurs heures de route sinueuse, nous sommes enfin arrivés. Les sommets enneigés brillaient faiblement sous le ciel gris, et l'air glacé nous mordait la peau dès que nous sortions de la voiture. C'était isolé, exactement comme nous l'avions espéré. Pas de réseau, pas de bruit de moteur, juste le vent qui soufflait entre les arbres nus. Miguel était particulièrement excité. Il déchargeait les sacs de randonnée et parlait sans cesse de la vue que nous aurions au lever du soleil. Moi, j'avais un étrange pressentiment, mais je l'ai mis sur le compte de l'épuisement et de la froideur inhabituelle. Après tout, c'était moi qui avais insisté pour venir ici. Nous avons monté la tente au pied d'un petit escarpement rocheux, à l'abri du vent. Miguel riait en essayant d'allumer un feu avec ses mains engourdies par le froid, et je l'ai taquiné en disant qu'il aurait dû regarder plus de tutoriels de survie. Finalement, après plusieurs tentatives, des flammes vacillantes ont jailli, projetant des ombres dansantes sur les arbres alentours. Une fois le camp installé, nous avons partagé un repas simple, enroulé dans nos manteaux. Le silence autour de nous était presque irréel. Pas un oiseau, pas un craquement. Juste ce vide. Miguel semblait le trouver apaisant, mais moi, je commençais à sentir un poids inexplicable, comme si quelque chose nous guettait. C'était peut-être juste l'isolement, ou le fait que les montagnes semblaient plus grandes, plus imposantes dans cette lumière tamisée. Nous avons décidé de nous coucher tôt, espérant que le matin apporterait un peu de chaleur et une vue splendide sur les vallées enneigées. Je n'avais aucune idée que cette nuit serait l'une des plus longues et des plus terrifiantes de ma vie. J'ai été réveillé en sursaut par un bruit. Au début, j'ai pensé que c'était le vent qui secouait la tente ou peut-être Miguel qui bougeait dans son sac de couchage. Mais non, c'était autre chose. Un son sec, distant, comme une branche qui se brise sous un poids. « Miguel » murmurai-je, hésitant. Il grogna un peu, encore à moitié endormi. « Quoi » répondit-il d'une voix étouffée. « Tu as entendu ça » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, un autre bruit résonna, plus proche cette fois. Un craquement suivi d'un bruit sourd,
comme si quelque chose se déplaçait lentement dans la neige. Je sentis mon cœur s'accélérer. Miguel s'assit brusquement, frottant ses yeux. « C'est sûrement un animal, » dit-il, mais je pouvais entendre la nervosité dans sa voix. Nous avons tendu l'oreille, retenant notre souffle. Le silence était revenu, mais pas pour longtemps. Un autre son se fit entendre, cette fois plus distinct, des pas. Oui, des pas, lents, irréguliers, comme si quelque chose ou quelqu'un marchait autour de la tente. Miguel attrapa sa lampe torche et la dirigea vers l'entrée de la tente. Il hésitait à ouvrir. Moi, je voulais qu'il reste immobile, qu'on attende en silence. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un bruissement fit vibrer la paroi extérieure de la tente, juste à côté de nous. Mon sang se glaça. Quelque chose était là, tout près. Miguel se tourna vers moi, son visage pâle malgré l'obscurité. « C'est pas un animal, » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Nous sommes restés figés, à écouter. Les bruits continuaient, encerclant la tente, comme si ça nous observait, nous étudiait. J'essayais de me convaincre que c'était juste un renard ou un cerf curieux, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait une intention dans ses pas, un rythme qui semblait trop humain ou trop conscient. Le vent s'était levé, et chaque bourrasque faisait frissonner la tente, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Miguel et moi n'osions plus parler. Chaque bruit, chaque craquement semblait amplifier notre peur. Puis, juste au moment où je pensais que la tension ne pouvait pas être pire, quelque chose effleura la tente, traçant une ligne nette sur le tissu. Mon cœur rata un battement. Miguel serra la lampe torche comme si c'était une arme. Nous étions là, paralysés, attendant que la nuit décide de notre sort. Nous étions terrifiés, mais Miguel a insisté pour qu'on jette un coup d'œil à l'extérieur. Il chuchota que rester dans la tente ne faisait que nous rendre vulnérables, une proie facile. Je n'étais pas convaincu, mais je ne voulais pas rester seul. Avec une lenteur infinie, Miguel ouvrit la fermeture éclair de la tente. L'air glacial s'engouffra immédiatement, mordant nos visages. Il pointa sa lampe torche dans l'obscurité, la main tremblante. La lumière faiblarde balaya la neige scintillante, les arbres nus, et rien d'autre. Le silence semblait assourdissant. Puis, je les vis. Des paires d'yeux. Plusieurs. Brillants, d'un jaune presque luminescent, fixés sur nous à travers l'obscurité. Ils étaient immobiles, comme suspendus entre les troncs d'arbres, parfaitement alignés à hauteur d'homme. Mon souffle se coupa. Tu vois ça » murmurai-je, incapable de détourner le regard. Miguel ne répondit pas, mais je sentis son corps se raidir à côté de moi. Il baissa légèrement la lampe, essayant de mieux éclairer les silhouettes. Mais chaque fois que la lumière touchait un des points lumineux, les yeux disparaissaient, comme s'ils s'évanouissaient dans le néant. « C'est quoi, ça » Miguel chuchota enfin, sa voix à peine audible. Les yeux semblaient bouger maintenant, pas rapidement, mais suffisamment pour qu'on sache qu'ils nous entouraient. À chaque seconde, il y en avait plus. 6, 8, 10 paires peut-être. Je n'osais plus les compter. Les ombres autour d'eux semblaient danser, créant l'illusion de formes humaines mais irrégulières, tordues. Miguel fit un pas en arrière, me tirant avec lui. « On doit partir. Maintenant !» Mais alors que nous reculions vers la tente, un bruit déchirant résonna dans la forêt, un cri guttural, inhumain, qui fit vibrer mes os. Les yeux se figèrent, fixant intensément la lumière de la lampe. Puis, ils se mirent à avancer, lentement mais inexorablement, comme si quelque chose se rapprochait, caché dans l'obscurité. Miguel lâcha la lampe, et elle s'éteignit en touchant le sol. Nous étions plongés dans les ténèbres complètes, avec seulement ces yeux menaçants qui scintillaient tout autour de nous. « Cours » hurla-t-il soudain, me tirant par le bras. Nous avons laissé la tente, nos affaires, tout. Il n'y avait qu'une pensée dans ma tête, fuir. Mais même en courant, je sentais leur présence derrière nous, les yeux perçant la nuit, comme si jamais nous ne pourrions vraiment leur échapper. Miguel et moi courions à travers la forêt, glissant sur la neige, trébuchant sur des racines invisibles. L'air glacial nous brûlait les poumons, mais nous n'osions pas ralentir. Chaque fois que je jetais un coup d'œil par-dessus mon épaule, je voyais ses yeux brillants nous suivre, se déplaçant comme une meute bien organisée. La lumière de la lune perçait à peine les cimes des arbres, et tout autour, l'obscurité semblait vivante. Nos lampes torchées étaient restées derrière, abandonnées avec la tente. Seule la pâle lueur de la neige nous permettait de discerner vaguement le chemin devant nous. Miguel courait devant, son souffle court résonnant comme un écho effrayé. « On doit atteindre la voiture » cria-t-il, mais sa voix tremblait, comme s'il savait que c'était un objectif lointain, presque impossible. Le sol devenait de plus en plus escarpé, et je sentais mes jambes se fatiguer. La peur était le seul carburant qui me poussait encore.
Mais ce n'était pas suffisant. J'entendais les bruits derrière nous, le craquement des branches, des pas rapides et irréguliers qui se rapprochaient. Puis, il y eut un hurlement, un cri guttural, perçant, qui semblait provenir de tous les côtés à la fois. Il n'y avait rien d'humain dans ce son. Je sentis mon cœur se serrer, ma gorge se nouer. Miguel trébucha soudain, s'effondrant lourdement dans la neige. Je m'arrêtai, l'attrapant par le bras pour le relever. Mais à ce moment précis, je les vis à nouveau. Les yeux. Ils étaient plus proches maintenant, à une dizaine de mètres à peine, formant un cercle autour de nous. « Lève-toi, Miguel, lève-toi » criai-je, ma voix brisée par la panique. Il grogna de douleur, mais il se redressa, et nous avons repris notre course, même si nos jambes semblaient sur le point de lâcher. Le hurlement retentit à nouveau, cette fois plus près, accompagné d'un autre son, une sorte de grognement profond, guttural, comme si la forêt elle-même respirait. Je pouvais sentir une présence derrière nous, une ombre qui se mouvait parmi les arbres. Finalement, nous avons aperçu une lumière à travers les troncs. Le village. Nous étions si près. Cours, hurla Miguel, trouvant une dernière réserve d'énergie. Nous avons jailli hors de la forêt, trébuchant sur le chemin enneigé qui menait aux premières maisons. Le silence nous frappa soudain, comme si tout ce qui nous poursuivait s'était arrêté à la lisière des arbres. Je me retournai, le souffle court, mais il n'y avait rien. Seulement la forêt, sombre et impénétrable, et ce sentiment oppressant que des yeux continuaient de nous observer depuis l'ombre. Miguel tomba à genoux, le visage blême, ses mains tremblant de manière incontrôlable. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, mais je n'avais aucune réponse. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose nous avait suivis. Quelque chose qui ne voulait pas qu'on reparte en vie. Nous avons trouvé refuge dans la première maison du village, une vieille bâtisse en pierre où la lumière vacillante d'une lanterne indiquait qu'il y avait encore des habitants. Un vieil homme nous ouvrit, le visage marqué par les années et l'inquiétude, probablement surpris de voir deux étrangers débarquer en pleine nuit d'hiver. Miguel et moi étions à bout de souffle, tremblants, incapables de formuler une phrase cohérente. Le vieil homme nous fit entrer, nous installa près de la cheminée et nous servit du thé chaud. Pendant de longues minutes, nous sommes restés silencieux, à tenter de reprendre nos esprits, mais ce sentiment d'être observé ne me quittait pas. Finalement, Miguel brisa le silence, la voix tremblante. Il y avait des yeux. Dans la forêt. Il nous suivait. Le vieil homme plissa les yeux, son visage prenant une expression grave. Il posa lentement sa tasse sur la table et s'appuya sur sa chaise. « Vous n'auriez pas dû camper là-haut » dit-il simplement. « Pourquoi » demandai-je, mon cœur battant encore à tout rompre. Il nous raconta alors une histoire ancienne, transmise de génération en génération. La montagne était censée être maudite, surtout en hiver. Des gens disparaissaient parfois, et ceux qui revenaient parlaient toujours de ces yeux brillants dans l'obscurité. Certains disaient que c'étaient des esprits, d'autres, des créatures qui protégeaient la forêt de ceux qui osaient troubler son silence. Miguel tenta de le contredire, parlant d'animaux sauvages ou d'un phénomène naturel. Mais au fond de moi, je savais que ce que nous avions vu dépassait toute explication rationnelle. Il y avait une intention derrière ces yeux, une présence qui nous avait traqués, testés, comme si nous étions des intrus sur leur territoire. Le lendemain matin, nous avons décidé de retourner à la montagne, juste assez pour récupérer nos affaires. Accompagnés par deux habitants du village, armés pour nous protéger, nous avons retrouvé notre campement dans un état étrange. La tente était intacte, mais nos affaires semblaient avoir été fouillées, éparpillées comme si quelqu'un ou quelque chose avait cherché quelque chose. Mais le plus troublant, c'étaient les empreintes. Partout autour de la tente, des marques dans la neige, des traces qui ressemblaient vaguement à des pas humains, mais trop grands, trop irréguliers. Et elles s'arrêtaient net, comme si les créatures s'étaient volatilisées. Miguel et moi avons quitté le village sans un mot de plus. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit à nos proches. Mais parfois, quand le vent souffle fort ou que l'hiver s'installe, je me surprends à rêver de ces yeux, immobiles et brillants, et d'un cri guttural qui résonne encore dans ma mémoire. Je ne retournerai jamais dans ces montagnes. Mais une part de moi sait que, où que je sois, ces yeux me surveillent encore, attendant peut-être que je revienne. Nous étions enfin arrivés à Waruman dès après des heures de route sinueuse. La forêt qui nous entourait semblait vivante, chaque arbre tordu formant des silhouettes presque humaines. L'air était frais, mais étrangement lourd, comme si quelque chose d'invisible pesait sur nos épaules. Nous avions monté nos tentes près d'un ruisseau qui serpentait doucement, son murmure presque apaisant. Alors que la nuit tombait, un de mes amis, Maxime, alluma un feu et sortit une vieille lampe tempête pour renforcer l'atmosphère. C'était l'un de ces moments parfaits, du moins à première vue.
Pourtant, une sensation persistante me pinçait l'estomac, une intuition que je n'arrivais pas à expliquer. « Vous savez, cet endroit a une réputation. » lança Maxime en posant une bûche dans le feu, son visage illuminé par les flammes vacillantes. Les Cherokees disaient que cette forêt est protégée par des esprits anciens. Ceux qui se moquent des rituels ou perturbent la paix ici, disons qu'ils n'ont pas toujours eu la chance de rentrer chez eux. Un silence pesant s'installa parmi nous. Camille, assise à côté de moi, éclata de rire pour briser la tension. « Sérieusement, Max, tu crois à ces histoires? On est venu camper, pas pour écouter des légendes effrayantes. » Pourtant, même dans son rire, je percevais une certaine nervosité. Nous avons continué à discuter, à rire et à partager des histoires jusqu'à ce que la fatigue s'installe. Une à une, les tentes furent fermées. Mais moi, je restais éveillé un peu plus longtemps, incapable de chasser cette impression étrange que quelque chose nous observait depuis l'obscurité. Je m'étais finalement endormi, bercé par les craquements des branches et le murmure du ruisseau, mais ce fut un bruit inhabituel qui me réveilla au milieu de la nuit. D'abord faible, presque imperceptible, c'était un battement régulier, sourd, comme un tambour qui résonnait au loin. Je restai allongé quelques instants, figé, tentant de comprendre d'où cela pouvait venir. Peut-être le vent jouant avec les arbres? Non, c'était trop rythmique, trop intentionnel. Je me redressai dans mon sac de couchage et tendis l'oreille. Le son continuait, un peu plus fort maintenant. À travers la toile de la tente, je pouvais voir la lueur faiblissante des braises du feu. Les autres semblaient profondément endormis, mais je n'arrivais pas à ignorer ce bruit. Finalement, Maxime grogna depuis la tente voisine. « T'entends ça, toi aussi ?» Sa voix était basse, tendue. « Oui, chuchotai-je. Ça vient d'où, à ton avis ?» Un zip retentit alors que Maxime ouvrait sa tente. Je fis de même et me retrouvai dehors, le froid nocturne mordant ma peau. Camille et Léo, alertés par notre mouvement, sortirent à leur tour. Nous nous tenions là, silencieux, écoutant ce tambour étrange qui semblait résonner dans les entrailles de la forêt. « C'est bizarre, » murmura Camille. « Il n'y avait personne d'autre quand on est arrivé, non ?» Léo hocha la tête. On aurait vu des voitures ou d'autres tentes. Le tambour continua, inlassable. Ce qui était encore plus troublant, c'était qu'il semblait se rapprocher, lentement mais sûrement. « Peut-être que c'est un animal ?» proposa Maxime, mais même lui ne semblait pas convaincu. Quel animal pourrait produire un son pareil, si précis, si humain? Nous attrapâmes nos lampes de poche, et, sans vraiment réfléchir, nous décidâmes de suivre le bruit. Les faisceaux lumineux découpaient l'obscurité, mais ils ne dévoilaient rien d'autre que des troncs d'arbres nus et des ombres qui dansaient au rythme de nos pas hésitants. Pourtant, le tambour continuait, imperturbable, et avec chaque pas que nous faisions, une étrange sensation d'être observés s'intensifiait. Nous avançâmes prudemment dans la forêt, les faisceaux de nos lampes perçant à peine l'obscurité. Le son du tambour semblait jouer avec nous, résonnant d'abord devant, puis à gauche, parfois même derrière nous. C'était comme s'il se déplaçait à volonté, impossible à localiser. Plus nous marchions, plus je sentais un poids oppressant s'installer sur ma poitrine, une peur primitive que je n'arrivais pas à contenir. « On ne trouve rien, c'est absurde, » chuchota Camille, sa voix tremblante. Elle tenait la lampe d'une main, et de l'autre, elle agrippait mon bras. « Peut-être qu'on devrait juste retourner au campement. »« Attends, » répondit Maxime. « Si c'est quelqu'un qui joue avec nous, il faut qu'on sache. » Mais la vérité, c'est que personne ne croyait à une simple farce. Léo s'arrêta soudain et pointa sa lampe dans une direction. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il, son souffle court. Nous tournâmes tous nos lampes dans la direction qu'il indiquait, mais il n'y avait rien d'autre que des arbres immobiles. « Vu quoi ?» demandai-je. « Une ombre? Quelqu'un? Ou quelque chose? Ça bougeait là-bas. » Le silence s'étira, seulement interrompu par le tambour qui continuait, imperturbable. Soudain, une rafale de vent traversa les arbres, faisant frissonner les feuilles mortes à nos pieds. Je n'étais pas sûr, mais j'aurais juré avoir entendu un murmure dans ce vent, comme une voix lointaine. « On doit partir, maintenant » insista Camille, presque en pleurs. Mais au moment où nous fîmes demi-tour pour regagner le campement, le tambour s'intensifia, devenant plus fort, plus rapide, comme une menace. Chaque battement semblait résonner dans ma poitrine, comme si le son émanait de l'intérieur de moi. Alors que nous pressions le pas, Léo trébucha et tomba à genoux. Il regarda le sol avec horreur. « Regardez » cria-t-il. À la lumière de nos lampes, nous vîmes des empreintes dans la terre. Pas les nôtres. Elles étaient grandes, profondément marquées, et disposées en cercle parfait autour de l'endroit où nous nous trouvions. De retour au campement, nous avons essayé de retrouver un semblant de calme,
Mais le tambour continuait, comme une présence invisible qui nous entourait. Il ne cessait jamais. Le vent qui soufflait à travers les arbres semblait amplifier ce bruit, créant une ambiance oppressante. Nous nous sommes rassemblés autour du feu, mais la chaleur des flammes ne parvenait pas à dissiper la froideur qui s'était installée en nous. « Ça ne va pas ?» murmura Camille, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas normal ?» Maxime se leva brusquement, comme s'il cherchait à défier l'obscurité. « On doit comprendre ce qui se passe. Ce n'est sûrement qu'un autre groupe. » Mais malgré ces paroles, il avait perdu toute confiance. Ses mains tremblaient alors qu'il réajustait la couverture autour de ses épaules. Le tambour, toujours plus proche, semblait nous encercler. Chaque battement frappait nos oreilles avec une clarté déconcertante. C'était comme si la forêt elle-même était devenue une gigantesque caisse de résonance, renvoyant ce bruit jusqu'au fond de nos esprits. Léo se leva, l'air visiblement agité. « J'ai eu un mauvais pressentiment depuis le début, » dit-il d'une voix basse. « On aurait dû partir quand on a commencé à entendre ces bruits. » Il tourna brusquement la tête vers la forêt sombre derrière nous. « Je crois qu'on est observé ?» Je n'arrivais plus à détacher mon regard de l'obscurité autour du camp. J'avais cette sensation, douloureuse et persistante, que quelque chose s'approchait de plus en plus près. Un frisson me parcourut lorsque je remarquai une silhouette mouvante au bord du campement, à peine visible entre les arbres. « Qui est là ?» criai-je, ma voix brisée par la peur. Mais personne ne répondit. Le tambour continua de résonner, fort et implacable, et il semblait maintenant accompagné de murmures indistincts, comme des voix lointaines s'élevant du fond de la forêt. Camille se précipita vers moi, les yeux pleins de terreur. C'est comme si quelque chose nous observait, comme si ça attendait. Elle se laissa tomber à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Nous restâmes là, dans un silence effrayé, à attendre que la nuit passe. Mais le tambour ne cessait pas. Au contraire, il semblait s'intensifier, comme si la forêt entière se réveillait autour de nous. C'était un son dévorant, irrésistible, qui grandissait en puissance et nous serrait la gorge, nous plongeant dans une angoisse irréelle. Le matin semblait être une promesse lointaine, mais jusqu'à ce qu'il arrive, nous étions prisonniers de cette nuit sans fin. Quand enfin les premiers rayons du soleil percèrent à travers les arbres, le tambour s'arrêta brusquement. Un silence lourd et absolu s'installa, aussi profond que la peur qui nous paralysait depuis des heures. Les ombres de la nuit se dissipèrent lentement, mais l'angoisse persistait dans l'air, palpable et glacée. Nous restâmes là, figés, scrutant l'horizon, incapables de nous détacher de la terreur qui semblait encore imprégnée dans chaque arbre, chaque brin d'herbe. Le matin ne nous offrait aucune forme de soulagement. Au contraire, il apportait avec lui une nouvelle inquiétude. Le campement semblait différent, comme si quelque chose avait changé pendant la nuit. Léo, qui était le plus courageux d'entre nous, se leva en premier. « Il faut qu'on parte, maintenant » dit-il d'une voix rauque. Il semblait plus pâle que d'habitude, ses yeux cernés de fatigue et de peur. Mais il n'y avait pas que la peur dans son regard, il y avait aussi de l'étonnement, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'inexplicable. Nous ramassâmes nos affaires dans un silence profond, chacun d'entre nous observant nerveusement les environs. C'est alors que Camille, la dernière à se lever, s'écria d'une voix tremblante. « Regardez ça !» Elle désigna une branche d'arbre près du camp, et là, suspendue à une hauteur inquiétante, se trouvait une sorte de totem. C'était un objet fait de bois grossièrement sculpté, une sorte de petit tambour, mais ce n'était pas ce qui nous terrifia. Ce qui nous fit frissonner de peur, c'était ce qui était gravé sur lui. Des noms, les nôtres. Le cœur battant à tout rompre, je m'approchai de l'objet pour observer de plus près. Les noms étaient gravés dans le bois, les nôtres, inscrits là d'une manière étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose savait exactement qui nous étions, connaissait notre présence avant même notre arrivée. Une sueur froide couvrit mon front alors que je fixais le bois, comme si je m'attendais à voir les lettres se modifier sous mes yeux. « On doit y aller, tout de suite » murmura Maxime, sa voix tremblante. Ce n'était pas juste un bruit. Ce n'était pas humain. Nous n'échangions plus un mot en quittant le campement. Chacun de nous se sentait comme marqué, comme si cette forêt ne nous laisserait jamais partir sans avoir pris quelque chose. Lorsque nous montâmes dans nos voitures pour quitter Warumandel, je jetai un dernier regard en arrière. La forêt semblait vide, mais je savais que quelque chose, ou quelqu'un, nous observait encore. Ce tambour, ce bruit étrange, ces noms gravés sur le totem. Tout cela resterait gravé dans nos esprits à jamais, comme une ombre qui nous suivrait où que nous allions. J'avais accepté de garder ma nièce, Clara, pendant que ma sœur partait en voyage d'affaires pour quelques jours. Clara n'avait que 5 ans, une petite fille vive et curieuse, toujours pleine d'énergie.
Ma sœur m'avait laissé les clés de la maison qu'elle venait d'hériter d'un oncle éloigné. Une vieille bâtisse un peu isolée, au style presque victorien, avec de longs couloirs sombres et des pièces qui semblaient figées dans le temps. Dès que je suis arrivé, j'ai ressenti une drôle de sensation, comme si la maison elle-même me surveillait. Les murs, tapissés de motifs anciens, semblaient retenir des murmures à peine audibles, et le bois du parquet grinçait sous mes pas, comme pour protester contre ma présence. Mais je me suis dit que c'était sûrement mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, les vieilles maisons ont toujours ce genre d'atmosphère, n'est-ce pas? J'ai installé Clara dans une petite chambre au bout du couloir principal. Le lit était immense pour elle, entouré d'une tête de lit sculptée qui ajoutait un côté un peu lugubre à la pièce. Elle, bien sûr, n'avait pas l'air dérangée. Après l'avoir aidée à enfiler son pyjama rose et à se brosser les dents, je l'ai bordée, et elle s'est endormie presque instantanément. Une fois seule, j'ai décidé d'explorer un peu la maison. Les pièces semblaient toutes avoir été figées dans une autre époque, des meubles en bois massif, des miroirs dorés couverts de poussière et une horloge ancienne qui semblait avoir arrêté de fonctionner depuis des années. Plus je parcourais la maison, plus une étrange tension semblait s'installer en moi, une sensation sourde, difficile à expliquer, comme un poids qui appuyait sur ma poitrine. Je me suis finalement installé dans le salon, un grand espace où trônait une cheminée imposante. J'ai essayé de me distraire en regardant un film à la télé, mais quelque chose dans cette maison refusait de me laisser me détendre. C'était comme si chaque ombre, chaque craquement dans les murs, portait un secret que je n'étais pas censé découvrir. Alors que je regardais un vieux film à la télévision, un bruit léger a attiré mon attention. C'était presque imperceptible, comme un pas timide sur le plancher du couloir. J'ai tendu l'oreille, pensant que Clara s'était peut-être levée pour chercher un verre d'eau ou pour me rejoindre. « Clara » ai-je appelé doucement, mais aucune réponse ne vint. Je me suis levé, un peu inquiet, et je me suis dirigé vers le couloir. L'obscurité semblait plus dense ici, comme si les murs eux-mêmes avalaient la lumière. Je me suis approché de la chambre de Clara et, en ouvrant légèrement la porte, je l'ai vue dormir profondément, son petit corps enfoui sous la couverture. Un soupir de soulagement m'échappa. De retour dans le salon, j'ai tenté de me convaincre que ce n'était rien, que la vieille maison craquait simplement sous l'effet de l'humidité ou du vent. Mais à peine quelques minutes plus tard, un autre bruit, cette fois plus net, m'a glacé le sang. Cela ressemblait à un petit rire étouffé, léger mais indéniablement humain. Je me suis figé, écoutant avec attention. Le son semblait venir du fond du couloir. Je me suis levé, mon cœur battant plus fort à chaque pas que je faisais. Mais en arrivant au bout, il n'y avait rien. Rien d'autre que ce silence oppressant, et ce miroir ancien accroché au mur, dont la surface semblait presque vibrer sous la faible lumière. Je suis resté là un moment, scrutant chaque recoin, avant de secouer la tête et de retourner à mon fauteuil. Ce n'est rien, me suis-je murmuré, plus pour me convaincre que par réelle certitude. Pourtant, cette étrange tension continuait de s'accumuler, et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Il devait être près de minuit lorsque tout a basculé. J'étais à moitié endormi sur le canapé, l'esprit engourdi par la fatigue, quand un bruit inhabituel m'a brusquement réveillé. C'était léger, comme des pas précipités dans le couloir, accompagnés par un murmure enfantin, presque rieur. Encore somnole, j'ai d'abord pensé que Clara s'était réveillée et jouait dans le couloir. Mais en tendant l'oreille, j'ai réalisé que le bruit ne venait pas de sa direction. C'était trop rapide, trop fluide, comme si quelqu'un courait d'un bout à l'autre de la maison. Je me suis levé, sentant une montée d'adrénaline, et je me suis dirigé vers le couloir. Là, dans la pénombre, j'ai vu une silhouette. Une petite figure, frêle et familière, portant un pyjama rose. C'était Clara. Du moins, c'est ce que j'ai cru. « Clara, qu'est-ce que tu fais hors du lit à cette heure » ai-je demandé, ma voix résonnant étrangement dans l'obscurité. Mais la silhouette ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à courir silencieusement vers l'autre extrémité du couloir, disparaissant presque dans les ombres. Un frisson glacé m'a parcouru. Je me suis précipité vers la chambre de Clara, mon cœur battant à tout rompre. En ouvrant la porte, je l'ai trouvée profondément endormie, ses petites mains serrant son oreiller, respirant paisiblement. La pièce était calme, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là un moment, incapable de bouger, mes pensées tourbillonnant. Si Clara était ici, alors, qu'avais-je vu dans le couloir? Et surtout, qu'était-ce vraiment? Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Cette maison, avec son atmosphère lourde et ses ombres omniprésentes, semblait dissimuler quelque chose. Décidé à comprendre, je suis retourné dans le couloir, malgré l'angoisse qui me tenaillait. La silhouette que j'avais vue n'était pas un simple jeu de lumière, ni un produit de mon imagination. Elle était réelle,
et je le sentais au plus profond de moi. Alors que j'examinais les environs, mon regard s'est posé sur un miroir ancien accroché au mur du couloir, légèrement incliné vers le bas. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant, ou peut-être avais-je simplement refusé de le regarder. La surface était recouverte d'une fine couche de poussière, mais ce n'est pas cela qui m'a frappé. Ce qui m'a glacé le sang, ce furent les petites empreintes de mains qui marquaient le verre. Elles étaient parfaitement visibles, comme si un enfant y avait posé ses paumes. Clara n'aurait jamais pu atteindre ce miroir. Il était bien trop haut pour elle. Je suis resté figé, mon souffle suspendu, tandis que mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Dans un élan d'instinct, j'ai pris mon téléphone et cherché des informations sur cette maison. Ce que j'ai trouvé m'a terrifié. Une brève mention dans un vieux article indiquait qu'un enfant avait vécu ici dans les années 1940. Il ou elle était mort de façon tragique, tombé dans l'escalier principal alors qu'il jouait. La description de l'accident était vague, mais un détail m'a frappé. Selon les habitants du village voisin, la maison avait depuis été considérée comme troublée. À cet instant, tout semblait prendre un sens, et pourtant, l'idée même que cette figure que j'avais vue puisse être liée à cette histoire dépassait l'entendement. Une seule chose était claire, je n'étais pas seul dans cette maison. La dernière nuit a été la plus effrayante de ma vie. Tout a commencé vers 2 heures du matin, alors que je m'efforçais de rester éveillé, incapable de fermer l'œil. Le silence pesant de la maison était à peine perturbé par le grincement occasionnel du bois ou le souffle léger du vent à l'extérieur. Mais soudain, un bruit sourd a retenti dans le couloir, comme si quelqu'un avait frappé violemment contre le mur. Je me suis levé d'un bond, mon cœur battant à tout rompre. Je n'avais plus aucun doute, quelque chose jouait avec moi. Prenant une lampe torche, je me suis dirigé vers le couloir, ma main tremblant alors que j'éclairais les murs sombres. C'est alors que je l'ai vue. La silhouette, debout, immobile, au bout du couloir, juste devant le miroir ancien. Elle me tournait le dos, mais je pouvais voir ses cheveux, ses vêtements. C'était Clara, ou du moins, quelque chose qui lui ressemblait. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré, ma voix presque inaudible, brisée par la peur. La silhouette n'a pas bougé, mais une pression oppressante s'est abattue sur moi, comme si l'air autour de moi devenait plus lourd, presque impossible à respirer. Puis, lentement, la silhouette s'est tournée vers moi. Mais ce n'était pas Clara. Son visage était flou, indéfini, comme une ombre mouvante. Et pourtant, dans ce flou, ses yeux brillaient d'une lueur glaciale, fixant directement les miens. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru dans la chambre de Clara, les prise dans mes bras et j'ai quitté la maison sans même prendre mes affaires. Je ne pouvais plus rester là une seconde de plus. Depuis cette nuit, je n'ai jamais remis les pieds dans cette maison. Ma sœur a engagé un agent immobilier pour la vendre, mais je ne lui ai jamais parlé de ce que j'avais vu. Chaque fois que je repense à cette silhouette dans le couloir, je me demande, était-elle encore là quand nous sommes partis? Ou pire, nous a-t-elle suivis?